Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Bienvenue, bonsoir à tous. Et un nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. Un rendez-vous qui reçoit des personnalités du monde de la culture, de la politique. Bref, un rendez-vous qui permet à la personne invitée donc de développer un certain nombre d'idées sur des questions bien précises. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Étienne Minungou, entrepreneur culturel burkinabé. Bonsoir à vous. Bonsoir Ismaël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le premier acteur culturel que nous recevons sur le plateau. Vous êtes né en 1968, vous le confirmez. Sociologue, homme de lettres, comédien, conteur, metteur en scène, dramaturge. Ça fait beaucoup pour une personne. Est-ce que vous reconnaissez en toutes ces appellations-là? Oui, ce sont des choses, des métiers que j'ai fait, que je traverse, que j'habite. Mais je me définirais beaucoup plus comme un homme de culture, un artiste. Un artiste, un homme de culture. Alors, vous et la culture, d'où est venue cette inspiration? D'où est venu cet amour que vous avez eu pour la culture au Burkina? Bon, vous savez, c'est d'abord la famille, bien sûr. Mon père était catéchiste et il nous a un peu baladés dans la région de Koupéla, de Bitou, et puis ensuite dans notre village à côté de Tinkodro à Ouéguédou. Et mon père était donc catéchiste, donc il prêchait dans les églises le dimanche, il donnait la catéchèse. Et ça m'a toujours impressionné de voir comment est-ce qu'un homme surgit seul au milieu de sa communauté pour dire « j'ai quelque chose à vous dire ». En l'occurrence, pour cette occasion-là, c'était l'évangile, donc la parole du Christ. Mon père avait une façon de parler à ses concitoyens, de parler aux chrétiens, et qui m'a toujours impressionné. C'était entre anecdotes de la vie quotidienne et fulgurance. En même temps aussi, évidemment, c'est lui qui portait le chant, il jouait aussi aux instruments de musique. Mais c'est surtout mon passage au petit séminaire de Basse-Couré. Parce que j'ai fait le petit séminaire de Basse-Couré. Ce qui est étonnant parce qu'on sait que le séminaire, c'est un cadre plutôt renfermé, on prie, on n'est pas ouvert au monde et tout ça. Ah non, détrompez-vous. D'abord, c'est un lieu d'éducation spirituelle, ça c'est clair, mais c'est aussi un lieu de formation et d'apprentissage. Et c'est surtout aussi un lieu d'ouverture au monde. On fait tout là, tout en apprenant, bien sûr, tout en faisant les classes, comme n'importe quel lycéen ou collégien. Nous avons bien sûr l'étude de la Bible, de la spiritualité, mais il y a aussi beaucoup d'activités liées à la culture, à l'art, et surtout des activités liées aussi à la vie quotidienne. On fait du jardinage, on désherbe, on cultive, on élève des cochons, et on s'occupe de nous-mêmes, et puis on s'occupe aussi du verger. Bref, c'est un cadre d'éducation où finalement on élève à la fois l'esprit et le cœur, mais ensuite, en tout cas, on essaie de bâtir des hommes. Et dans ce cadre-là, effectivement, j'ai trouvé d'avoir à disposition toute une bibliothèque où on peut aller lire des romans, d'avoir la possibilité aussi de faire du théâtre, de faire du chant, de faire de la déclamation. Bref, j'ai trouvé là un cadre où finalement je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup. Et une fois que j'ai quitté le séminaire, en 1989, après mon bac, et que je suis arrivé à l'université de Ouagadougou, au département de sociologie, j'ai d'abord intégré une chorale. À la chorale Saint-Camille, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, j'ai fait partie de la chorale Saint-Camille. Et puis ensuite, un soir, eh bien, il y a un de nos amis, Désiré Yameogo, et je le remercie d'ailleurs pour cette invitation, qui nous a amené voir une pièce de théâtre. La pièce de théâtre, c'était Papa oublie-moi de Jean-Pierre Guingané qui se jouait à la Maison du Peuple. Une maison du peuple. Le regretté Jean-Pierre Guingané, un monument, il faut le dire, monument de la culture et du théâtre dans notre pays. bien sûr. Mon père spirituel. Et donc j'ai regardé cette pièce-là à la Maison du Peuple qui était pleine à craquer pour voir une pièce de théâtre et j'étais complètement subjugué. Une certaine période, parce qu'aujourd'hui, quand on dit théâtre, à part certains cadres, ce n'est pas gagné d'avance. Oui, c'est vrai, même si il faut reconnaître quand même qu'il y a un nouveau printemps de théâtre avec le Carrefour international de théâtre de Ouagadougou, avec les manifestations théâtrales comme les récréatrales, ou alors avec la Fédération du Calter, l'ATB, l'espace culturel Gambidi, il y a un retour vers le théâtre. Donc c'est à l'occasion de cette représentation-là, et que le lendemain, à l'université, je suis allé voir Jean-Pierre Guingané, et qui donnait cours à l'Insus Insula, et je lui ai dit que je voulais faire du théâtre. Il m'a dit, ben, viens et suis-moi. Et je suis resté 12 ans avec lui. 12 ans avec lui, hein, il faut le dire, c'est un monument du monde du théâtre burkinabé. Nous saluons donc son âme, ce monsieur-là qui a beaucoup contribué, qui donnait également cours à l'université de Ouagadougou. Alors, beaucoup voyaient le théâtre comme un monde qui était réservé à ceux qui n'ont pas réussi dans la vie. Des guignols qui se présentent devant un public pour faire rire les gens et on ne vous considérait même pas beaucoup souvent. Et puis on ne gagnait pas beaucoup également. Tout à fait. Mais il faut dire aussi que le théâtre a joué un rôle très important dans la conscientisation, la sensibilisation sur un certain nombre de faits de société.
Je me souviens très bien qu'en 1990, avec la troupe du Théâtre de la Fraternité, et d'autres troupes le faisaient d'ailleurs, avec l'atelier Théâtre Burkinabé, aujourd'hui maintenant le Théâtre de l'Espoir, Prosper Compaoré, Mbabwanga, et puis plein d'autres troupes, eh bien nous écumions le Burkina Faso. Nous avons fait le Burkina Faso 3 fois, le tour du Burkina Faso 3 fois, pour ce que Jean-Pierre Guingané avait inventé, le théâtre d'intervention sociale, le théâtre débat. De quoi s'agissait-il? On prenait une thématique, cette thématique-là touche à des questions de société. Par exemple, la première pièce, Papa oublie, moi, c'était sur la vaccination, le programme de vaccination élargi, mais aussi sur la délinquance juvénile. Et on construisait une pièce dans nos langues, en français, en moré, en dioula, et on partait dans les provinces, on les jouait, on ouvrait un débat avec le public. Le théâtre forum, en quelque sorte. Le théâtre forum. Alors, Jean-Pierre Guingané faisait le théâtre débat, parce que lui, il ouvrait une discussion après la pièce, et Prosper Compaoré fait le théâtre forum. Bon, c'est à peu près les mêmes pratiques, même si c'est pas la même méthode de travail. Bref, le théâtre a occupé pendant une certaine période les villages, les campagnes, pour faire passer des messages de sensibilisation par rapport à un certain fait de société. C'est en cela que moi je considère que le théâtre est un espace de discussion sociale. Et si aujourd'hui le théâtre continue toujours à survivre malgré les médias, c'est parce que son pouvoir d'interrogation de la société reste intact. Et aujourd'hui, vous avez pas mal de troupes qui circulent dans les provinces, qui circulent dans les villages, etc. Qui sont sollicitées par des ONG. Par des ONG, des associations pour continuer à faire le travail. Alors, c'est vrai que le théâtre qui se pratique en milieu urbain, fort heureusement depuis quand même une certaine décennie, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, le CITO, permet au public ouagalais d'aller voir régulièrement du théâtre. Des créations importantes. Mais c'est vrai que l'image au départ, c'était que ceux qui font le théâtre, c'est des guignols, c'est des comédiens. Je crois que petit à petit, ça change aussi. Mais parce que aussi, ça se professionnalise, ça se structure. Et vous avez absolument aujourd'hui, dans la ville de Ouagadougou, des acteurs de théâtre qui à la fois jouent sur les scènes nationales, mais qui jouent sur les scènes internationales et qui gagnent bien leur vie. Etienne Minungo, en vous recevant dans le grand déballage, on va ouvrir un débat que beaucoup d'acteurs culturels n'aiment pas. Alors, on vous dit souvent, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas une hygiène de vie. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens ne respectent pas les acteurs du théâtre dans ce monde? Le théâtre, le cinéma, même la musique, c'est un ensemble. Moi, j'ai un avis contraire. Oui. Moi, j'ai l'impression, par exemple, qu'en circulant dans la ville, que je reçois énormément de sympathie de la part du public. Mais vous voyez je vois aussi que d'autres demandaient quelle est l'audience de Mbabwanga, demandaient quelle est l'audience de Fils de l'Homme, demandaient quelle est l'audience d'Augusta, de Chocho. Mais souvent, quand vous croisez certains de ces acteurs, ils sont dans le dénuement total. Quand on les voit, on ne les respecte même pas dans la société. C'est une chose. C'est-à-dire que notre domaine, là, c'est un domaine de passion. Ça consacrer toute sa vie, c'est brûler sa propre vie pour faire ce métier-là. Brûler sa propre vie. C'est brûler sa propre vie. Oui. Et ça, c'est le propre de l'artiste, que ce soit aussi des musiciens, etc. C'est brûler sa propre vie pour donner ça en nourriture pour la conscience de la collectivité, de la communauté. C'est en cela peut-être qu'on trouve parfois que l'artiste est un peu borderline. Mais moi, j'ai une image de ça. L'artiste que nous voyons et que nous ne comprenons pas parce que tout simplement, il a un mode de vie, il a une façon de faire, une façon de vivre et qui incommode la société parce que c'est différent, donc ce qu'on appelle sa marginalité. C'est cette marginalité aussi qui donne sa puissance de présence au sein de la communauté. C'est comme si, par exemple, c'était un homme penché. L'artiste est un homme penché, les pieds bien ancrés dans la réalité de notre communauté d'aujourd'hui, mais en même temps, tout en étant ancré dans sa société, il a une capacité d'entrevoir ce qui va venir, ce qui va advenir. Et c'est ce déséquilibre-là entre les pieds plantés sur le présent, en même temps aussi sa conscience qui l'interroge, qui interroge l'avenir et qui fait ce côté un peu décalé, ce côté un peu marginal. Oui, bien expliqué, mais est-ce que cette passion-là peut empêcher le fait de vivre de son art et de son métier? Quand vous voyez un artiste qui vous dit, depuis que je joue dans des films, sur des scènes de théâtre, je n'ai eu que 100 000, 200 000, 300 000. Ce sont des montants très dérisoires. C'est vrai que ce n'est pas dans ce milieu-là, pour l'instant, qu'on peut faire de la richesse, qu'on peut faire de l'accumulation. Mais je peux vous assurer... Vous avez le gros poisson qui mange les petits, parce que les metteurs en scène, les réalisateurs souvent signent de gros contrats.
Ah oui. Mais en termes de redistribution, beaucoup ne gagnent pas. Alors, ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a aussi une mauvaise gouvernance dans certaines pratiques d'engagement de la vie des artistes. Ça, il faut les sanctionner. Il y a toute une série, par exemple, de personnes qui engagent des artistes et qui ne les payent pas à la hauteur de leur travail, ni à la hauteur des recettes et des financements qu'ils ont eus. Ça, c'est une mauvaise gouvernance dans l'action, dans l'environnement de la pratique artistique. Finalement? Eh bien, la faute, c'est que c'est l'environnement, de façon générale, et qui est fragile. Et dans cet environnement fragile, vous pouvez trouver aussi des loups égarés, des voraces, des gourmands. Et il faut maintenant que peut-être que de plus en plus, chacun fasse attention à ce qu'il fait. Moi, par exemple, je n'ai jamais été prise à partie par rapport à une situation comme cela. Mais parce que je respecte. Votre plus gros contrat en matière de cinéma, de théâtre au Burkina, ça a coûté combien? Bon, vous savez, moi, je fais mes propres productions. Oui, mais avant, voilà. On sait que vous avez joué pour des scènes de théâtre, vous avez également joué dans des films de certaines personnes. Le plus gros montant qu'on vous a donné en tant qu'acteur de cinéma, c'était combien? En tant qu'acteur de théâtre, 1,5 million. 1,5 million. Ouais. Et c'était le plus gros montant? Peut-être que dans le groupe, vous étiez le seul à avoir ce montant? Non. Non, non. Je vais engager des artistes là bientôt et qui vont travailler sur une création de sensibilisation et ils auront chacun sur l'ensemble de la période, le minimum c'est 1 million de francs qu'ils vont avoir. Par personne? Par personne. Alors est-ce que vous pensez que c'est normal que les artistes vivent dans le dénuement? On croit certains dans la circulation, véritablement on ne les envie pas du tout. Alors, ce que vous posez là, c'est un problème aussi lié à la fragilité de cet environnement-là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Vous aimez le mot fragilité? J'aime le mot fragilité parce que la fragilité montre tout simplement qu'il y a des potentialités, il y a des possibilités, mais l'absence de structuration, de professionnalisation du secteur ne permet pas à ce que les uns et les autres vivent correctement de leur métier. Je ne dis pas tout le monde. Il y a une partie quand même assez importante qui arrive à vivre de leur métier. Aujourd'hui, ça se voit maintenant. Regardez, que ce soit parmi les musiciens, que ce soit parmi les gens de cinéma, les acteurs de théâtre, etc. Il y en a qui vivent assez bien de leur métier. Par contre, le milieu en général est un milieu qui manque d'accompagnement, qui manque de moyens. Et en même temps aussi, il y a une forme, comme je le disais, une forme de gouvernance qui se pratique pas. Il y a des mauvaises pratiques. Mais bon, au fur et à mesure qu'on avance, vous savez, les loups là, on les met de côté et puis on avance. Il faut les écarter de façon progressive. Absolument, il faut les écarter. Est-ce que ce n'est pas cette situation-là qui fait que le Burkina est incapable depuis belle lurette de remporter les talons d'or de Yenenga? Ça fait 20 ans que nous courons derrière ce prestigieux trophée que nous organisons chaque 2 ans, que nous n'arrivons pas à remporter. Alors, ça, c'est effectivement la faiblesse des moyens liés au financement des activités culturelles empêche véritablement le décollage dans toute une série de filières. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème aussi, c'est lié aussi à la compétition est devenue rude. Hein. Les pays qui vont s'arrêter de penser, de créer, de former, de chercher, ces pays-là seront en retard. Ah, vous voulez dire que le Burkina est dans cette dynamique-là? Nous sommes dans une dynamique, en tout cas, où l'avantage comparatif que nous avions, nous l'avions perdu. Mais il y a eu des moments où on a lancé des fonds pour accompagner certains acteurs, certains réalisateurs. Ces fonds sont insuffisants. Un réalisateur vous dirait par exemple que pour la production d'un film, ça va chercher aujourd'hui dans les 250, 300, 400, voire 1 milliard de francs CFA. Quand vous recevez 50 millions de francs CFA pour faire une production, on croit qu'on vous a donné tout, on vous a accompagné, mais ce n'est pas suffisant. Pour le cas de l'étalon d'or de Yenenga, c'est quand même inquiétant pour le Burkina, il faut le dire ouvertement. Non, il faut réinterroger les choses. C'est-à-dire que le développement, le secteur s'est beaucoup diversifié, s'est beaucoup développé, mais il n'y a pas eu, dans la même course, il n'y a pas eu des espaces de formation beaucoup plus solides. L'ISIS, c'est une bonne chose, mais l'ISIS a besoin de beaucoup plus de moyens pour davantage développer son programme. Vous voyez? Et il y a aussi le fait que il y avait des budgets qui étaient là. Il y avait des budgets du CNC, des budgets de la coopération. Ces budgets-là maintenant sont inatteignables. Donc ça veut dire que la plupart des créateurs vont se retourner maintenant sur des budgets publics à l'intérieur ou alors chercher du sponsoring. Et vous savez très bien que la difficulté de l'environnement et qui fait que la plupart des gens ne peuvent pas accéder au financement. Ça, c'est un premier problème. L'autre problème aussi, c'est la qualification. Et puis, en même temps aussi, la possibilité, par exemple, qu'il s'organisent des chaînes de valeur dans la création cinématographique, comme dans la création théâtrale. Il faut des scénaristes, il faut des réalisateurs, il faut des monteurs, il faut des ingénieurs de son. Même les films qui ne sont pas de très bonne qualité, on va vous dire que tous ces acteurs y ont contribué. Oui, bien sûr, ils y ont contribué, mais à quel niveau de qualification? Vous pensez que tout le monde n'est pas appelé à être réalisateur de films? On voit des comédiens du jour au lendemain qui deviennent des réalisateurs ou des réalisatrices de films. Comme tout métier, mais surtout dans le métier de la culture, il faut une vocation. Il faut une vocation, il faut être habité par une passion et en même temps aussi, il faut y consacrer énormément de temps de travail.
Les gens pensent par exemple que faire irruption sur l'espace, par exemple, de la création musicale, théâtrale ou cinématographique, c'est aisé, c'est facile. Parce que, bon, voilà, il y a la visibilité tout de suite, on produit un single et puis tout de suite on est artiste. Ou bien on réalise un petit court-métrage, c'est déjà bon. On fait une petite série, etc. C'est déjà bon. On a joué dans 2 ou 3 pièces de théâtre ou dans 2 ou 3 séries et c'est déjà bon. Les gens ignorent que, par exemple, tout le travail qu'il faut faire, toute la passion qu'il faut donner, tout le sacrifice qu'il faut consentir pour arriver à être à un niveau professionnel. Et ceux qui font ça, fort heureusement, s'en sortent. Mais ils ne sont pas nombreux au Ils ne sont Burkina. pas nombreux. Idrissa Ouedraogo, pour ne citer que ce monsieur qui a été un grand réalisateur, a dit un jour, avec des films de cinéma de Calibas, on ne s'en sortira pas. Beaucoup l'ont critiqué parce qu'on a trouvé qu'il était un peu trop dur à l'égard des jeunes réalisateurs de films au Burkina. Bien sûr, c'est-à-dire que quand il dit le cinéma de Calibas, c'est quoi? C'est-à-dire que bon, il y a un certain cinéma qui est un peu un cinéma au rabais, un cinéma anecdotique, etc. Et qui ne peut pas conquérir le marché. On a l'impression que vous ne vous dites pas la vérité. Quand les jeunes arrivent à faire des films, vous partez dans les salles, vous n'avez plus envie de repartir. Le son n'y est pas, la qualité des images et tout ça. Mais les critiques ne sont pas si fortes apparemment sur le terrain, c'est ce qu'on constate. Le public sanctionne. Parfois, il faut laisser aussi le public sanctionner les œuvres. Si, par exemple, entre professionnels, on ne peut pas se dire la vérité sur la qualité de telle ou telle œuvre, etc., on peut laisser le public et le temps faire les choses. Le temps décante parfois les situations. Il y a des acteurs qu'on ne voit plus. Il y a des réalisateurs qu'on ne voit plus. Et ce n'est pas seulement une question de moyens, c'est aussi une panne. Alors, finalement, pour vous, la thérapie, c'est quoi pour sauver le cinéma burkinabé? Pour sauver le cinéma burkinabé, franchement, il faut revenir aux fondamentaux. Un des premiers leviers et pour encourager aujourd'hui le cinéma, c'est renforcer la formation, diversifier cette formation. Parce que les outils technologiques aujourd'hui, l'image et du son, sont en perpétuel mouvement. Vous le savez en tant que communicateur, en tant que journaliste, en tant qu'homme de médias. Vous le savez très bien. Donc, comment est-ce qu'on peut charpenter une formation de très grande qualité qui permette effectivement de prendre en compte l'accélération et la vitesse dans laquelle eh bien, le développement de nouvelles technologies, l'information et la communication, l'image et du son apporte aujourd'hui. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il n'y a rien à faire. Il faut investir dans le secteur. Vous ne pouvez pas demander, par exemple, des résultats aux créateurs si vous n'investissez pas. Ce n'est pas possible. Et moi, je prends souvent la question de l'or. On sait très bien que l'or est cher. On sait très bien aussi pour creuser, pour trouver de l'or, il faut faire des investissements massifs. Et ces investissements massifs-là peuvent prendre 5 à 10 ans avant que le premier lingot d'or sorte. Eh bien, il faut considérer que dans l'activité de la culture, si nous considérons que c'est un trésor, comme on le dit, eh bien, il faut l'investir, prendre le temps, essayer de sortir un tout petit peu de la ligne de communication politique pour engager de vraies réformes qui permettent que dans 5 ans, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, émergent sur la scène de la création de véritables professionnels et des moyens pour les accompagner, pour produire et créer. Et c'est qui doit financer l'État burkinabé ou il faut compter sur des partenariats privés? Non, dans un premier temps, moi je considère toujours que la culture c'est un espace de souveraineté. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas définir à la fois notre politique sécuritaire en tant que souverain et ne pas définir notre politique culturelle en tant que souverain. Ça, c'est une première chose. Maintenant, qu'on puisse négocier avec de bonne volonté, que ce soit dans le milieu des entreprises, etc., pour soutenir cet effort national, pourquoi pas? Si on peut compter aussi sur la coopération internationale, les solidarités internationales, pourquoi pas? Déjà, il y a des mécanismes qui permettent cela. On sait que les pays qui finançaient d'habitude le cinéma burkinabé ou le cinéma africain, les sources sont en train de tarir parce qu'eux aussi sont confrontés à des difficultés. Absolument. Donc chacun essaie maintenant de se sauver. Donc nous ne pouvons pas continuer à compter sur les autres. Il faut maintenant une nouvelle imagination à l'intérieur de notre espace national pour inventer autre chose. Moi, j'avais suggéré par exemple qu'au titre des entreprises, l'impôt sur la responsabilité sociale des entreprises, qu'on puisse y affecter en même temps, y pondérer, même si c'est un petit pourcentage, quelque chose qui aille à l'éducation et à la culture. Donc la responsabilité sociale des entreprises, l'impôt qu'ils payent au titre de la responsabilité sociale des entreprises, on devrait pouvoir l'élargir, cette assiette-là pourrait s'élargir à l'éducation et à la culture. Et demander aussi, c'est-à-dire aux consommateurs aussi de participer au financement de la culture et au financement de l'éducation. En faisant quoi concrètement? En faisant quoi vous demandez trop. Non, mais regardez, quand vous buvez une bière de 600 francs CFA, une braquina, quand vous buvez une bière de 600 francs CFA, si on vous demande d'ajouter 5 francs sur les 600 francs CFA, et qu'on vous explique bien que ces 5 francs vont aller pour soutenir les programmes d'éducation, les programmes de formation, les programmes culturels, on peut vous convaincre.
C'est une volonté politique d'essayer d'imaginer aujourd'hui, dans la rareté des moyens alloués à la culture sur le plan international, de voir s'il y a une volonté politique, quelles sont les imaginations, quel type de créativité. Mais ça passe par un dialogue national, ça passe aussi par une sensibilisation des différentes entreprises, de manière à pouvoir dire, tiens, notre pays, surtout dans cette phase de reconstruction, a besoin de s'asseoir sur son socle. Et ce socle-là, c'est la culture, c'est l'éducation. On a tendance à dire que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Justement, mais ça c'est une vérité. Mais en même temps aussi, c'est une formule qui nous empêche aussi de voir véritablement quelle est la place de la culture dans la construction ou la reconstruction d'un pays. Prenons par exemple l'exemple de ce que nous venons de vivre. La tragédie dans laquelle nous sommes encore suite aux attaques terroristes, etc. Vous avez regardé les chaînes de télévision, vous avez écouté les radios. Qu'est-ce qui nous a permis peut-être d'apaiser notre douleur? De nous permettre par exemple de nous retrouver ensemble entre Burkinabés parce que nous écoutons, nous partageons la même chose, la même douleur. C'est Georges Ouédraogo, c'est Flobi. C'est leur musique-là qui, pendant cette semaine-là, a alimenté l'âme des uns et des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les moments de grande douleur, dans les moments de grande tragédie, au grand moment de au grand tournant de notre histoire, etc., ce sur quoi nous pouvons nous reposer pour envisager avec beaucoup plus d'espérance l'avenir, eh bien, c'est notre socle culturel, ce sont nos valeurs culturelles. C'est le témoignage poétique de notre vivre ensemble. Et c'est ça la création artistique. Alors, on reconnaît finalement votre importance que quand il y a le besoin, mais après, on vous oublie. C'est l'impression que vous donnez à travers cette explication. Tout à fait. Et c'est pour ça que je trouve que la période qui s'ouvre maintenant, avec ce que nous venons de vivre, il faut que très sérieusement nous nous posions la question, quels sont les moyens de riposte pour continuer à vivre? Quels sont les moyens qui sont à notre disposition sur le plan national pour riposter, pour vaincre la peur et pour de nouveau engager l'ensemble des Burkinabés dans une énergie, dans une imagination de création pour nous permettre d'aller à l'avant. Ça va être sur nos valeurs culturelles. Ça va être sur les symboles de la nation. Ça va être aussi l'énergie créative des artistes et des créateurs de notre pays. Ça va être la pensée intellectuelle de nos chercheurs, de nos experts. C'est tout ça qui constitue le tissu et le socle culturel de notre pays. Faut-il un égoïsme de la part des Burkinabés? Parce que souvent, on aime aller voir des films venus d'ailleurs, des artistes qui viennent d'ailleurs, ainsi de suite. Moi, je constate plutôt que de plus en plus, en tout cas pour ce qui concerne, que le public attend. Il suit les créations nationales. Bien sûr qu'à l'heure de la... Très optimiste alors que le constat souvent il est Non, mais regardez, regardez Flobi quand il fait un concert ou Smarty quand il fait un concert. Il n'y a qu'un groupuscule alors que le Burkina regorge quand même de milliers d'artistes. Zouna Zarmda, regardez Zouna Zarmda. Il joue toujours à guichet fermé, partout dans les provinces. C'est parfois aussi une espèce vous savez, la métropole, à Ouagadougou, ici on est assis dans nos salons, on regarde sur nos Facebook, etc. On ne se rend pas compte de la réalité, de la vitalité culturelle qui s'exprime dans nos provinces, etc. Il y a des troupes traditionnelles, il y a des chanteurs traditionnels qui soulèvent des foules dans nos provinces. Mais pourquoi? Parce que ces chanteurs, ces créateurs-là, ces poètes-là, traditionnels, populaires-là, ils savent de quoi ils parlent. Ils interrogent notre société, ils parlent à notre communauté. Et ils sont des ressorts de l'imagination de notre communauté. Ils sont reconnus comme tels. Ils font partie de la mémoire historique, de la conscience des uns et des autres. Et ils sont respectés pour cela. Mais si aujourd'hui, l'orientation c'est de conquérir le marché international au détriment du marché national, etc., c'est une mauvaise logique. Quand vous êtes reconnu chez vous, vous pouvez être reconnu dehors. Et si vous n'êtes pas reconnu dehors, si vous êtes reconnu chez vous, c'est déjà pas mal. C'est déjà un pas important de franchir. Alors parlons toujours donc de la promotion même de ces acteurs, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup arrivent à réussir, mais d'autres échouent lamentablement. Le talent y est, mais l'accompagnement ne suit pas. Est-ce qu'à ce niveau, il ne faut pas trouver un mécanisme concret de redistribution même des ressources, parce qu'il y a certaines structures qui sont habilitées pour le faire, mais les artistes s'en plaignent également. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai rencontré Zap Sonré, qui est le fondateur d'une école de formation musicale. C'est la dernière trompette. Ce jeune homme travaille depuis presque 15 ans, ou même un peu plus, sur la formation artistique des musiciens de notre pays, des instrumentistes. La plupart des instrumentistes qui sont aujourd'hui sur les scènes
etc., et qui accompagne nos grands artistes, une bonne partie est passée par là. Mais il se débrouille, il n'a pas de soutien de l'État. C'est une structure de formation privée qui n'a pas de soutien de l'État. Ce n'est pas normal. Alors que les institutions de l'État, c'est-à-dire les institutions de formation de l'État, sont fragiles, sont mal charpentées. Souvent même méconnues du public. Sont méconnues du public. Donc, il faut identifier toutes les niches de formation qui existent dans ce pays-là, soutenir ces initiatives-là, les permettre de se développer afin qu'ils puissent encourager la création. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, il faut imaginer, par exemple, de pouvoir organiser le processus de formation de manière à ce que on puisse les valider. Je sais qu'il y a un travail qui est en train de se faire au niveau du ministère de la Culture sur l'harmonisation des curricula afin de pouvoir délivrer des diplômes, bref. Mais la réalité, c'est que la formation artistique se fait beaucoup sur le tas et que les initiatives privées de formation qui existent là sont sans soutien et parfois même sont complètement ignorées. Et pourtant, ils font un véritable travail. Pour moi, il est essentiel que la politique nationale de la culture puisse avoir comme une première colonne vertébrale, la formation et l'éducation artistique et culturelle. Alors, vous êtes aujourd'hui pour la dynamique d'un plaidoyer pour qu'on donne un pourcentage important du budget national alloué à la culture? Absolument. Bon, que chaque année, par exemple, en fin d'année, quand l'Assemblée va se réunir pour voter la loi des finances pour l'année suivante, qu'on prenne à bras le corps la question du financement des acteurs culturels éventuellement. Bien sûr. Les choses évoluent. On dira que tout est prioritaire au Burkina. Oui, les choses évoluent. Les choses évoluent. Je sais par exemple qu'aujourd'hui, nous avons, grâce à la téléphonie mobile, un pourcentage qui est reversé au ministère de la Culture pour soutenir l'activité artistique et culturelle. La question maintenant, c'est comment arbitrer ce financement. Beaucoup d'artistes se plaignent parce que tout le monde ne gagne pas finalement avec le ministère de la Culture. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des mécanismes hyper clairs. Il y a le Fonds de développement économique et il y a le Fonds de développement culturel et touristique qui est mis en place. L'appel à candidature a été lancé. Je crois qu'ils vont recevoir 1 millier de dossiers. Mais le fonds... Après le tamis, c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est 500 millions, voire 500 millions de francs CFA. Je ne sais pas si ça vaut même 500 millions de francs CFA, divisé en 3 compartiments, fonds de garantie, prêts et puis subventions. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Il faut aller encore plus. Il faut une véritable volonté. Il faut pour moi un plan Marshall pour la culture. Un plan Marshall. Il faut un plan Marshall. Parce que notre pays a vécu beaucoup sur sa ressource culturelle. Notre avantage comparatif sur la scène internationale, notre visage à l'étranger, ce visage-là, c'est le visage de la culture. C'est le cinéma, c'est le théâtre, c'est la musique. Et c'est tout ce que nous avons développé comme manifestation aujourd'hui et qui joue pour le Burkina Faso. Moi, je disais, il y a une compétition qui est en train de se faire sur l'attractivité des capitales de la sous-région. Et une compétition qui est en train de se faire. La Côte d'Ivoire est en train de préparer la mise en place d'un grand événement de cinéma francophone. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils se sont rendus compte que dans la compétition d'attractivité en termes économiques, faire d'Abidjan une ville de culture puissante est un avantage. Il faut qu'on se réveille au Burkina parce qu'il y a le FESPACO qui est au Burkina depuis des années. Voilà. Et donc, Dakar, c'est pareil avec le Dakar. Et vous avez vu que... On avait vu écran noir au Cameroun et tout ça. Au Cameroun, bien sûr, le Maroc, le Ghana à côté. L'attractivité des villes aujourd'hui, c'est aussi leur capacité d'animation de la vie culturelle. Une ville est agréable quand ça respire culture. Il faut donc peut-être que nous puissions prendre le problème à bras le corps et d'imaginer les avantages comparatifs que nous avions là avec le FESPACO, les récréatrales, le CIAO, la Semaine nationale de la culture, Jazz à Ouaga, Ouaga Hip Hop, bref, tous ces gros événements-là peuvent devenir pour notre pays des leviers à partir duquel nous allons pouvoir repartir à la conquête de notre image sur le plan international. Parce que nous avons perdu. Vous voyez, nous avons perdu le leadership politique. Nous sommes maintenant reconcentrés sur nos problèmes domestiques, sur le plan politique. Blaise Compaoré est parti. Il avait ses réseaux. Il avait réussi par sa longévité aussi à construire des réseaux qui permettent que Ouagadougou soit... On ne va pas rechasser indéfiniment le passé quand même. Oui, mais il avait quand même réussi. Il avait quand même réussi à faire de Ouagadougou une place forte. Bien sûr, au détriment des Burkinabés. Mais en attendant, aujourd'hui, depuis l'insurrection, depuis la résistance au coup d'État, jusqu'aux élections, et maintenant les problèmes du terrorisme, nous sommes obligés de nous concentrer sur nos problèmes domestiques pour résoudre les problèmes. Mais pendant ce temps, le leadership régional et sous-régional que nous pouvions avoir et qui a tiré un regard sur le Burkina Faso va nous échapper. Ce n'est pas une mauvaise chose,
Mais je dis... Mais il faut savoir faire des choix souvent dans la gouvernance. Alors, Oui. et moi, je dis que l'heure est venue de faire des choix sur la culture. Parce que ça, nous avons un avantage déjà éprouvé et qui peut, à partir d'aujourd'hui, si on y met la volonté politique, de faire de Ouagadougou, de Burkina Faso, le carrefour de la culture africaine. C'est possible. Mais avant cela, est-ce qu'il ne faut pas que les acteurs culturels, entre vous-même, vous arrêtez de vous nuire? Parce qu'entre vous-même, ça ne va pas. On sent qu'il y a des divisions, des problèmes de personnes et tout ça. Moi, je ne le vois pas. Enfin, très sincèrement, je ne vois pas cette... Je sais, par exemple, qu'il y a un problème de structuration, c'est-à-dire de pouvoir parler d'une même voix. Même si aujourd'hui le secteur est organisé. Étienne Minungo crée les récréatrales, d'autres personnes vont créer également des festivals différents, alors qu'on aurait pu, dans une dynamique d'ensemble, créer des événements assez forts pour booster la culture burkinabé. Les identités des différents événements sont très particulières et se complètent assez bien. Ça, de ce point de vue-là, le paysage des identités et des manifestations dans notre pays est assez équilibré. Le problème ne se trouve pas à ce niveau. Le problème maintenant, c'est de savoir, par exemple, depuis qu'on a mis en place les différentes fêtières dans les différentes filières, depuis qu'on a mis, par exemple, le Conseil national de la culture, depuis qu'on a mis les organes consultatifs, etc., comment ces organes-là peuvent être dynamiques afin que nous puissions parler d'une même voix, que nous puissions hiérarchiser et prioriser nos désirs de manière à pouvoir entrer en dialogue avec les pouvoirs publics pour pouvoir avancer. Pour l'instant, l'ensemble des fêtières a été mis en place, il y a des cadres de dialogue, de discussion, mais ils ne sont pas actifs. Et s'ils sont actifs, ils sont actifs de façon trop confidentielle. Alors vous, aujourd'hui, est-ce que ça vous choque de voir qu'on met toutes les énergies pour, par exemple, soutenir le 11 national quand il y a une CAN, compétition d'envergure continentale? On lance même des appels à contribution auprès de la population, souvent c'est 300 millions, 1 milliard même, on l'a vu en 2004 lors de la CAN en Tunisie. Faut-il commencer à y penser pour dire, pour le FESPACO prochain, on appelle les Burkinabés à contribution pour, par exemple, soutenir un film à hauteur de 500 millions, 1 milliard? Bien sûr, ce sont des mécanismes d'appel à fonds, de crowdfunding, c'est possible de demander par exemple l'effort populaire. Mais il faut que ça se passe dans un cadre global. Il ne faut pas qu'on sectorialise un peu les choses. Mais vous voyez, pour le football, c'est que ça donne aujourd'hui. Oui, pour le football, parce que bon, c'est un enjeu différent. C'est un enjeu absolument différent. Ça touche à énormément de choses. Vous savez, c'est la passion, c'est la fierté nationale. C'est aussi des enjeux économiques extrêmement clairs, présent, ça, il n'y a pas de doute. Politique aussi. Politique, bien sûr. Ça, moi, je ne veux pas qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul. Je demande seulement à ce qu'on puisse habiller Pierre et Paul. Voilà. Et donc, dans ces conditions-là, autant ce qu'on fait pour le sport, on pourrait aussi le faire pour la culture, parce que c'est véritablement une des ressources inépuisables, non seulement des nouvelles niches de croissance pour demain, mais aussi qui participent à notre cohésion nationale et à alimenter l'imagination de la communauté. Sans tomber dans une quelconque polémique, on disait en son temps, le président Thomas Sankara aimait la musique, il faisait venir des artistes internationaux, on a vu certaines images qui ont fait le tour du monde, parce que tout le monde voulait venir au Burkina Faso. Faut-il avoir un président qui aime la musique, qui joue même souvent certains instruments de musique pour pouvoir faire de ce projet-là un élément capital pour la croissance du pays? Il faut juste avoir une politique qui soit une politique de la culture. La révolution est une politique culturelle. Elle n'est pas autre chose. Oui, en son temps, vous avez vu que Thomas Sankara, il surfait sur la culture. C'est ce que je vous dis, c'est parce que tout simplement, la période révolutionnaire a été une des périodes les plus culturelles au sens plein du terme, c'est-à-dire au sens politique du terme. C'est quoi la culture? C'est la condition de possibilité de lever un peuple vers son avenir. C'est ça la culture. Et Thomas Sankara savait très bien, les révolutionnaires savaient très bien, pour mettre le peuple burkinabé debout et au travail, il fallait les inviter d'une manière très forte. Et cette invitation-là, elle est culturelle. Toute la charpente de l'idéologie de la révolution, l'invitation était politique et culturelle. Quand Thomas Sankara décide de changer le mot Burkina Faso, Haute-Volta en Burkina Faso, c'était quoi? Dans ce mot-là, apparaissait complètement tout l'avenir qu'il souhaitait pour ce pays. C'est un concept culturel, mais porté par une politique. Donc, pour soutenir la culture, il n'y a pas besoin seulement d'aimer la musique ou d'aimer le théâtre ou d'aimer le cinéma. Pour soutenir la culture, il faut se rendre compte que c'est peut-être la seule condition possible de soulever l'enthousiasme d'une communauté et d'amener les gens vers quelque chose qui puisse donner de l'espoir et qui puisse les mettre debout ensemble
pour atteindre les objectifs qui est finalement le bonheur des uns et des autres. Le projet politique est un projet à la base fondamentalement poétique, à savoir quel est le rêve que je propose pour la communauté demain. À partir de ce moment-là, au moment de faire l'arbitrage des budgets, on va voir très clairement comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut charpenter, comment est-ce qu'on peut faire de telle sorte que si le rêve poétique est à la base du projet politique, comment est-ce qu'il faut nourrir ce rêve politique-là? Il faut le nourrir dans les créateurs, dans les espaces de création, dans les espaces de diffusion, dans les espaces de promotion et surtout dans les espaces d'éducation et de formation. On se rappelle également donc que sous la Révolution, les salles de cinéma et tout ça a été valorisé. Aujourd'hui, on n'a que le ciné Nerwaye, le ciné Burkina qui marche très bien. À Bobo, on n'a que le ciné Sagnon. Là également, il y a problème. Oui, mais vous posez un problème, c'est-à-dire... Si on ne peut pas développer la culture sans quand même les instruments. Absolument, et tout ce qui va oui, on ne peut pas, voilà, culture sans infrastructure, voilà, on ne va nulle part. Mais c'est parce que tout simplement, il faut considérer que si on considère que notre imaginaire collectif est habité par le rêve des autres, nous sommes foutus. Investir dans la culture, c'est préserver aussi la possibilité d'un imaginaire particulier, d'un imaginaire singulier qui appartient. Or, aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'irruption des nouvelles technologies de la communication et de l'information, avec pratiquement le déferlement des images qui sont produites ailleurs avec des contenus d'ailleurs, eh bien, nous ne nous possédons pas nous-mêmes. C'est une des raisons pour lesquelles construire des outils qui permettent à nos propres créateurs de pouvoir alimenter par des contenus notre propre imaginaire, c'est la seule façon d'être indépendante. La souveraineté, ce n'est pas seulement sécuriser les frontières physiques. La souveraineté aujourd'hui va se disputer maintenant sur des espaces numériques, sur la production des contenus, sur la diffusion des contenus. Celui qui aujourd'hui va posséder l'imaginaire des familles en étant dans son salon, à la télévision, en étant sur Internet, celui qui va posséder ça, c'est lui qui domine le monde. Comment est-ce que nous pouvons riposter contre ça? C'est donner les moyens à nos créateurs de produire des contenus. C'est donner aussi les moyens pour qu'on infrastructure les espaces de partage. Quand je parle des espaces de partage, oui, les espaces de partage pour moi, une salle de cinéma c'est un espace de partage. Une salle de théâtre c'est un espace de partage. Une bibliothèque c'est un espace de partage. L'école, l'université, la formation, les établissements sont des espaces de partage. C'est là qu'on forme nos propres imaginaires, qu'on nourrit les uns et les autres pour sortir. Mais si ces espaces-là sont complètement contingentés par l'ensemble des contenus qui déferlent et qui sont produits ailleurs et qui ont un dessein, eh bien nous sommes foutus. Il y a un philosophe qui disait, faites en sorte de ne pas être pris dans le rêve. C'est Gilles Deleuze qui le dit. Faites en sorte de n'être pas pris dans le rêve de l'autre. Si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous serez dévoré. Vous êtes foutus. Or, aujourd'hui, nous sommes laissés à la merci du rêve d'autres, externes à nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que nous puissions aller au monde pour partager dans le rendez-vous de donner et de recevoir. Je ne dis pas ça. Mais il faut qu'on y aille avec quelque chose. Et ce petit quelque chose-là, il faut qu'on arrive à le développer, à l'entretenir, à le soutenir pour toujours. Alors, on a vu une image depuis un bout de temps au Burkina, le président Kaboré qui va dans des salles de cinéma. Peut-être un bon début pour vous? Ah, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je voudrais le voir au théâtre. Je voudrais revoir pas mal de nos cadres au théâtre, de les voir dans les salles de concert, de les voir effectivement au cinéma. Aller danser comme tout le monde. Aller danser comme tout le monde. Aller acheter des livres, offrir des livres. Ça peut encourager. C'est ce qu'on appelle finalement la volonté politique pour booster la culture dans un pays. Absolument. Alors, la culture et le terrorisme, vous en avez effleuré brièvement la question. On en reparle parce que le Burkina est aujourd'hui dans l'œil du cyclone, on pourrait le dire ainsi. Vous, acteurs culturels, vous dites, est-ce qu'il faut créer des initiatives autour de l'avenue Kwame Nkrumah? Parce qu'on a vu les Champs-Élysées régulièrement attaqués par des actes de terrorisme, mais la France fait tout pour valoriser cette avenue. Chez nous, faut-il y penser pour l'avenue Kwame Nkrumah qui meurt au jour le jour avec ces barbares-là qui attaquent notre pays? Alors, vous posez évidemment une question cruciale, qui est par exemple que nous ne pouvons plus dormir et vivre comme avant. Nous sommes obligés maintenant aujourd'hui de vivre avec cette menace permanente. Nous devons nous habituer à cela, parce que ce n'est pas seulement nous, c'est tous les pays du monde. Mais nous pouvons, sans nous résigner, effectivement, travailler, s'organiser pour riposter. Effectivement, la première chose, c'est de continuer à créer, c'est de continuer à produire, c'est de continuer à montrer que notre élan de vie, il n'y a pas
une tragédie qui peut nous empêcher de développer notre élan de vie. D'accord. Mais vous savez, il faut aussi attaquer le problème par la racine du mal. La désespérance aujourd'hui de la jeunesse. Le fait, par exemple, que la jeunesse ne puisse pas se reconnaître dans le rêve qu'on leur propose. Cette jeunesse-là laissée à elle-même devient pour nous... Vous voulez dire que nous sommes dans une crise de gouvernance où les priorités du peuple ne sont pas reconnues par les gouvernants? Nous sommes dans une crise d'époque. Elle nous atteint. Mais je pense, par exemple, nous sommes dans cette crise d'époque-là, nous avions réussi un surgissement qui était formidable. C'est le surgissement de l'insurrection populaire et de la résistance. Au coup d'État de septembre 2015. Oui. Vous avez regardé la sympathie du monde entier par rapport à ce que nous avons vécu ici? Comment est-ce que nous avons été célébrés par la magie de ce surgissement? Et quand vous voyagez en tant qu'acteur culturel? Mais quand nous voyageons, mais vous êtes fiers d'être burkinabé parce que tout simplement on dit, mais ce que le peuple burkinabé a fait est formidable. Il y avait une énergie, mais de malade, une énergie de dingue, mais une énergie poétique, portée par la jeunesse, par les couches socio-professionnelles, par les syndicats, par les partis politiques, par les citoyens, par les vieilles, par les vieux, par les enfants. Il y avait cette énergie-là. Il est où cette énergie aujourd'hui? C'est une question fondamentale. Cette énergie a disparu à travers peut-être nos querelles politiques internes, nos dissensions, mais aussi la difficulté de proposer des solutions aux problèmes structurels qui ont fait que le peuple a surgi. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes attaqués de l'extérieur. C'est le temps peut-être de nous resserrer, provoquer un débat national, une cohésion, afin d'identifier les voies et les moyens par lesquels, la première façon de nous protéger, c'est de nous rassembler. Et faut-il aller vite à la réconciliation nationale selon vous? La réconciliation nationale, pour moi... c'est un mot purement politique. Bon, on l'a tellement utilisé. Bien sûr qu'il faut un apaisement du climat social. C'est pas possible. Si le climat social et politique ne s'apaise pas, s'il n'y a pas une forme de sérénité, il est difficile, par exemple, dans cette cacophonie-là, d'identifier ce par quoi il faut commencer. Mais les Burkinabés savent très bien ce qu'ils attendent. Alors, ils attendent la vérité, ils attendent la justice, et ils sont prêts au pardon. Ils sont prêts à la réconciliation. Mais, comme par le passé, on dit que chat échaudé craint l'eau froide, comme par le passé, les processus de réconciliation ont été complètement cadenassés, verrouillés et détournés, ben les gens n'ont pas confiance. Il faut recréer de la confiance. Et cette confiance-là, c'est laisser la justice faire son travail, que la vérité puisse être dite sur un certain nombre de dossiers, et qu'en même temps aussi, à un moment donné, on donne la possibilité à ceux qui ont souffert de ça de pouvoir se rassurer, et donner la possibilité aussi à ceux qui ont été coupables de pouvoir exercer leur dignité d'homme. Parce que même coupable, on reste un être humain. Et alors, en ce moment-là, on peut aller à la réconciliation. Mais est-ce que ce délitement, même dans notre société, n'est pas lié au fait que nous avons un problème d'éducation, l'incivisme criard que nous voyons dans nos sociétés aujourd'hui et tout ça? Alors, on peut serrer les choses. Oui, bien sûr. Il est possible que l'incivisme soit, par exemple, une forme de désobéissance civile par rapport à une perte d'attente. Quand moi j'entends l'injonction, attention, il faut lutter contre l'incivisme, il faut lutter contre l'incivisme, l'avons-nous bien nommé cet incivisme? Est-ce que nous l'avons nommé? Est-ce que, par exemple, le désespoir, par rapport à toute une série d'attentes, n'a pas été le lit d'une forme de désobéissance civile qui ne dit pas son nom? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est par exemple le délitement, par exemple, de l'autorité de l'État. Ce délitement de l'autorité de l'État peut aussi encourager cette forme de désorganisation qui est en train de se voir. Mais si les gens sont invités sur quelque chose de fort, s'il y a un signal très fort de rassemblement, avec une honnêteté à la fois politique, intellectuelle, une honnêteté, je dirais même symbolique, il est possible, par exemple, de rassembler les gens. Honnêteté à quel niveau exactement, selon vous? Il faut, par exemple que l'agenda politique, l'agenda des politiciens, puisse être un agenda vertueux, que les gens se reconnaissent dedans. Je suis absolument sûr que le peuple burkinabé a une capacité de sacrifice. On vous dira que le peuple vit de politique, mais les politiciens sont des démagogues par excellence. Tout le monde le sait. Oui, mais on ne peut pas dire ça au Burkinabé. On ne peut pas dire à des gens qui sont sortis pour faire l'insurrection, à des gens qui sont sortis pour résister contre le coup d'État, au prix de leur vie. On ne peut pas leur chanter cette ritournelle-là. Les Burkinabés, le Burkinabé est un peuple lucide, très clair sur ses enjeux, connaissant sa situation.
Il manque peut-être que les acteurs politiques ne soient pas à la hauteur de leur propre peuple. Si les acteurs politiques étaient à la hauteur de leur propre peuple, il y a toute une série de promesses qui n'auraient pas été faites de cette façon-là. Et d'appeler les Burkinabés au sacrifice, à l'attente. En sachant très bien que le couscous et le rissos, là, ça pouvait... Tout le monde sait que ce n'est pas demain et tout de suite qu'on peut avoir le couscous et le rissos. Mais s'il n'y a pas de couscous et de rissos tout de suite, que ce soit pour tout le monde et pas pour quelques-uns. Alors, parlant toujours de la question de l'incivisme, tout le monde sait qu'aucune nation dans ce monde ne s'est développée dans le désordre et dans le non-respect de l'autorité. Est-ce qu'au Burkina, faut-il avoir une rigueur dans la gestion, dans la gouvernance aujourd'hui? Moi, je crois que, bien sûr, il y a un État sans rigueur. L'État, c'est le principe même de l'État, c'est le monopole de la force et de la violence. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi exercer la violence, ce monopole de la violence-là ne marche pas, alors que tout le monde diagnostique proprement le mal? Moi, je pense qu'il faut aller chercher la réponse ailleurs. Et cette réponse-là, c'est véritablement revenir sur les fondamentaux du dialogue social et de proposer au peuple burkinabé une voie dans laquelle il se reconnaît. Et dans cette voie dans laquelle il se reconnaît, il aura la patience, s'il croit fondamentalement que ce qui lui est proposé est pour lui et ne cache pas un agenda de calcul politique, il va suivre. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Burkinabés sont pris en otage par les acteurs politiques finalement? Après avoir mené la lutte de 2014, la lutte de 2015 et 2016, où depuis quelques semaines maintenant on dit que le pays n'est pas forcément sur le bon chemin de par des constats qui sont faits sur le terrain. Je crois que nous avons raté un coach. Moi, je pense que la transition, le mandat qu'on a donné à la transition et le temps qu'on lui a donné, la plupart des signataires de la charte de la transition n'ont pas joué l'agenda. Ah oui. Étonnant quand même parce que... Les gens, j'ai comme l'impression, je ne suis pas un fin politicien, mais j'analyse la situation. Oui. Je me dis par exemple que l'agenda de la transition, parce qu'il fallait évidemment sortir de cette situation transitionnelle pour revenir le plus tôt possible, pour revenir à une vie constitutionnelle normale avec de nouvelles élections, etc. Avec tous les problèmes aussi qu'on a traversés, avec l'irruption du RSP dans la bonne marche de la transition, etc. A dévoyé complètement l'esprit de la transition. Et de sorte qu'aujourd'hui, maintenant, nous nous retrouvons en fait à devoir, dans un ordre constitutionnel normal, vivre, travailler et discuter ensemble comme si nous étions dans une transition. Nous avons du chemin. Alors, je voudrais vous entendre sur la question du développement endogène. La culture pourrait être l'alternative pour le développement endogène du Burkina Faso? Tous les spécialistes vous le diront. Aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez le prosélytisme d'un certain nombre d'activistes sur la renaissance africaine, sur le panafricanisme, je prends par exemple l'affaire de Kémy Séba, sur le franc CFA, etc. Il y a un besoin de rapatrier la pensée et la vision de développement du bonheur des uns et des autres. Il y a un besoin de rapatrier ça sur le continent. Est-ce que vous pensez que le franc CFA, il faut l'abandonner? Moi, je pense tout simplement que l'ensemble des contraintes qui s'exercent sur notre continent et qui sont des contraintes liées à la survivance de certaines pratiques néocoloniales doivent disparaître. Mais il faut bien le nommer. Si par exemple Kémy Séba a une certaine audience alors que c'est un activiste et que bon, tout le monde dit peut-être qu'il n'a pas, les connaissances nécessaires pour expliciter la complexité de la question du franc CFA, c'est parce que tout simplement il est arrivé sur un désert où les expertises, les économistes, les financiers, le débat politique sur la question est tellement timide et parfois manque de conviction, manque de force, que alors en ce moment-là, c'est la place aussi à tous ceux qui peuvent se servir d'une question comme ça et jouer sur l'émotion de la jeunesse africaine qui a envie finalement de se reconnaître sur son propre continent, mais qui n'a plus de modèle, ni sur le plan des experts, des intellectuels, l'élite, ni l'élite politique, ni l'élite économique, ni l'élite... Alors, le président français Macron est annoncé à Ouagadougou, il vient de créer un conseil présidentiel pour l'Afrique. Voyez-vous en cela le retour de la France-Afrique? Faut-il s'en inquiéter? Moi, je ne me pose pas la question de l'agenda d'Emmanuel Macron. Moi, je me pose la question, est-ce que quand il crée ça, nous, pendant ce temps, nous avons un agenda à nous? Il faut le contrecarrer. Il faut examiner pourquoi est-ce que la France, aujourd'hui, veut créer un conseil présidentiel pour l'Afrique. Ça veut dire tout simplement que quand on dit que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, si par exemple nous n'en prenons pas conscience, il faut observer que les autres qui nous regardent en prennent tellement conscience qu'ils mettent des dispositifs en place pour pouvoir capter les opportunités qui s'offrent sur l'Afrique. Quand la Chine vient ici, elle a bien compris, la Chine, que c'est le continent de l'avenir.
Quand, par exemple, les institutions financières internationales, dans leurs calculs, disent que les indices de développement, des croissances potentielles, c'est l'Afrique qui va être le prochain continent de la croissance, etc. Mais si nous ne pouvons pas croire en nous, croyons quand même au moins à ceux qui ont intérêt en nous observant et en mettant en place des dispositifs, par exemple, pour ne pas louper ces opportunités. Moi, je crois que le problème des Africains, c'est aussi le fait que nous n'avons pas d'agenda. D'accord. Etienne Minungu, fait-il la politique? Non, je ne fais pas de la politique. Si vous pensez, comme disait Alpha Omar Konaré, le président malien, qui dit on ne demande pas à l'acteur culturel de faire de la politique pour un mandat électif, mais l'action culturelle est éminemment une action politique parce que ça concerne le devenir. Vous avez la carte d'un parti politique? Non. Est-ce que vous rêvez de voir un acteur culturel candidat à une élection présidentielle au Burkina Faso, comme ZS voulait le faire? Pourquoi pas, mais il faut pas non plus que il faut pas que la compétition au pouvoir soit un jeu. C'est un sujet grave. Il faut avoir quelque chose de fort à proposer. Moi, ce que je pense, c'est que les débats sur les fondamentaux, qu'on n'écarte pas toute une série de personnes qui ont une capacité aussi d'alimenter ces débats-là et qui ne sont pas dans le débat politicien, mais qui sont aussi, par leur expérience de vie, par leur vision du monde, par leur regard sur leur propre société, sur la respiration de leur société, est capable aussi d'interroger et d'attirer l'attention sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'oxygène de la vie quotidienne des uns et des autres. Okay. Est-ce que vous, aujourd'hui, si on vous appelait un portefeuille ministériel, par exemple, pour vous occuper des questions de culture, ça vous intéresserait? En tant que Burkinabé, acteur de la culture? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, d'une part, pour l'instant, je fais un métier qui me plaît énormément. Je tourne beaucoup. Vous savez, je suis engagé là jusque... Vous avez peur peut-être qu'on vous étiquette d'être politiquement marqué et tout ça? Non, pas du tout. Moi, ça ne me gêne pas, aucunement. Donc, quand je me suis jamais débiné sur le fait, par exemple, que l'acteur culturel est un acteur politique au sens noble du terme. L'acteur politique, c'est-à-dire quoi? Il veut participer au débat social. C'est important. Je ne fais pas du théâtre. Si je fais du théâtre parce que je pense que le théâtre fait partie du kit de la démocratie. Le théâtre fait partie de l'élargissement des possibilités des espaces de débat. Ça, c'est important. Et à ce titre-là, je considère que le théâtre est politique. Mais je ne fais pas de la politique politicienne, je ne fais pas une carrière dans la politique. Je pars de mes convictions en tant qu'artiste créateur pour voir dans quelle mesure je peux, par mon travail, créer un espace d'ensemencement pour l'imagination des uns et des autres, pour la liberté et pour la dignité. Espérons donc que votre combat va se poursuivre pour la sensibilisation des citoyens burkinabés pour le développement du pays. Etienne Minungu, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, avant de vous dire merci, à la coalition donc, des artistes et des intellectuels pour la culture, sous la direction d'Etienne Minungu et du professeur Mahamadé Sawadogo, qui a fait sortir ce document important que vous devez certainement posséder parce qu'il est pertinent. C'est gouverner pour et par la culture à la découverte naturellement du pays des hommes intègres, notre pays, le Burkina Faso. Alors on vous invite à vous en procurer parce que les gens ne lisent plus malheureusement, alors que la lecture, c'est quelque chose qui peut contribuer à l'éducation de la population. Merci à vous, Etienne Minungu. Merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, c'était Etienne Minungu, invité de l'émission Le Grand Déballage. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur nos antennes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.